Une simple rencontre sur une application de dating et vous vous retrouvez à la merci d'une secte sexuelle dirigée par un homme qui se fait appeler le « Vampire Sugar Daddy ». Ce n'est pas un film d'horreur. C'est une affaire bien réelle, sinistre, et de plus en plus troublante à mesure qu'on en découvre les détails. Au centre de ce cauchemar moderne, Sydney Love, une jeune femme ordinaire, en quête d'amour, happée dans un piège inimaginable. Qui était vraiment Sydney? Que s'est-il passé lors de ce rendez-vous qui a mal tourné? Et surtout jusqu'où cette secte était-elle prête à aller pour effacer ses traces? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers glaçant de cette affaire. Vidéo troublante tournée en cavale, images de surveillance effrayantes, et l'ombre d'un culte aux intentions obscures. Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime, se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici l'histoire de Sydney Love, une affaire où le charme numérique a croisé la route de l'horreur. Née le 21 août 1993 à Broken Bow, au cœur du Nebraska rural, Sydney Irene Love grandit entre prairies ouvertes, petites villes tranquilles et vastes champs de maïs à perte de vue. Fille de Suzy et George, elle déménage à plusieurs reprises dans l'État durant son enfance. Elle passe sa jeunesse à s'épanouir au contact de la nature, entre parties de pêche, matchs de basket et promenades en pleine campagne. Mais au lycée, la vie lui impose un frein. On lui diagnostique une scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui l'oblige à abandonner une grande partie de ses loisirs. Malgré cette contrainte, Sydney trouve refuge dans de petits plaisirs simples, comme la pêche le week-end. Elle est aussi passionnée par les animaux et s'occupe avec tendresse de son chat, Mimsy. En 2011, elle termine le lycée et décroche un emploi de vendeuse dans un magasin Menard, spécialisé dans l'aménagement de la maison. Ce travail stable ne lui inspire cependant aucune vocation. Peu à peu, une lassitude s'installe. Sa santé mentale se détériore, nourrie par l'incertitude de son avenir, un sentiment de solitude tenace et une douleur affective bien réelle. Sydney est attirée par les femmes, mais dans ce Nebraska conservateur, ses possibilités de rencontre sont minces. Ce vide émotionnel l'use lentement. C'est alors qu'elle décide de tenter l'expérience Tinder, à la recherche d'un lien sincère. Début novembre 2017, elle fait la connaissance d'une femme prénommée Audrey. Les échanges sont fluides, amusants, prometteurs. Après plus d'une centaine de messages, les deux jeunes femmes décident de se rencontrer. Le 14 novembre, Sydney se rend à l'appartement d'Audrey à Wilbur. Le rendez-vous se passe bien. Tellement bien qu'il débouche sur une seconde invitation, le lendemain. Mais le soir du 15 novembre, après un dernier message Snapchat annonçant qu'elle partait pour son rendez-vous, Sydney monte à bord de la voiture d'Audrey. Sans jamais revenir. Le 16 novembre au matin, alors que les habitants du Nebraska entament une journée ordinaire, une absence attire l'attention chez Menard. Sydney Love ne s'est pas présentée à son poste. Son téléphone ne répond pas, les appels vont directement sur sa messagerie. Inquiet, ses collègues contactent sa famille, mais elle aussi est sans nouvelles depuis la veille. L'angoisse devient réalité, Sydney est déclarée disparue. La police effectue une perquisition à son domicile. Sa voiture est garée dans l'allée, son sac et ses lunettes sont toujours là. Son chat n'a pas été nourri, ce qui est totalement inhabituel pour elle. Tous ces signes laissent penser qu'elle n'a jamais prévu de s'absenter longtemps. Elle est partie pour son rendez-vous, mais n'est jamais revenue. À Wilbur, dans l'appartement d'Audrey, une forte odeur de javel commence à inquiéter les voisins. Le propriétaire signale que l'air est irrespirable et que la climatisation tourne en permanence malgré le froid de novembre. L'appartement est silencieux, et bientôt, une coïncidence terrifiante apparaît. La dernière localisation du téléphone de Sydney a été détectée à proximité. Le problème, c'est que personne ne sait qui est réellement Audrey. Son profil Tinder est une énigme. C'est alors que Brooklyn, l'amie proche de Sydney, décide de prendre les choses en main. Elle recrée le profil de Sydney sur Tinder et parvient à retrouver Audrey. Elle discute, échange des numéros. Dès que Brooklyn reçoit celui d'Audrey, elle le transmet aux enquêteurs. Grâce à ce numéro, la police identifie l'auteur du profil. Il ne s'agit pas d'Audrey, mais de Bailey Boswell. Elle partage son appartement avec Aubrey Trell, son compagnon. Les enquêteurs découvrent alors leurs passés respectifs. Bailey a grandi à Lyon, dans l'Iowa. Ancienne élève brillante et sportive, sa vie prend un tournant sombre après le meurtre de son père lorsqu'elle était enfant. Elle finit par sombrer dans la drogue et la délinquance. C'est sur un site réservé au travail du sexe qu'elle rencontre Aubrey. Aubrey Trell est un récidiviste. Depuis les années 1990, il accumule les délits, fraude, vol, escroquerie. Il mène une vie de manipulation, enchaînant les relations sous emprise. Il se fait appeler le Sugar Daddy Vampire et contrôle un groupe de femmes qu'il nomme ses sorcières. Il leur impose des règles strictes, dont certaines vont bien au-delà de la morale. En 2017, ces exigences deviennent macabres. Pour être acceptée comme sorcière, une nouvelle recrue doit assister au dernier souffle d'une victime.
C'est dans ce contexte que Bailey et Aubrey auraient attiré Sydney dans un engrenage terrifiant, au moment même où ils étaient recherchés pour une escroquerie de plus de 400 000 $. Lorsqu'ils quittent leur appartement à Wilbur, tout porte à croire qu'ils ont tenté d'effacer leurs traces. Mais à ce moment-là, la police ne fait que commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'ils recherchent. Le 14 novembre, jour du premier rendez-vous de Sydney, Bailey et Aubrey Trell réservent une chambre dans un hôtel proche de Lincoln, non loin du lieu de travail de Sydney. Le lendemain matin, à quelques heures seulement de leur deuxième rencontre, des caméras de surveillance les capturent achetant des objets troublants dans un magasin de bricolage. Scies pliantes, sacs poubelles, couteaux, gants, javel. Une heure plus tard, Aubrey entre dans le magasin Menard, là même où Sydney travaille. Il croise son chemin sans qu'elle ne le remarque. Plus tard, ils sont aperçus dans une brocante, achetant d'autres outils. 13 jours après la disparition, Aubrey et Bailey sont officiellement déclarés personnes d'intérêt. Fuyant depuis plusieurs jours, ils réapparaissent soudain, via une vidéo publiée sur un compte Facebook lié à Sydney. Ils clament leur innocence, sans convaincre. La vidéo, maladroite et confuse, sera suivie d'autres, où Aubrey s'emporte contre l'opinion publique. Mais leur fuite touche à sa fin. Le 30 novembre, ils sont localisés dans un motel miteux à Branson, dans le Missouri. Ils préparaient visiblement une fuite vers le Mexique. À ce stade, aucune preuve directe ne permet de les accuser de la disparition de Sydney. Ils sont donc arrêtés pour fraude. Dans leurs effets personnels, les enquêteurs découvrent des cartes, des sacs de couchage et un plan d'évasion. Pendant que le couple passe ses premières nuits en cellule, les enquêteurs analysent les données de géolocalisation de leur téléphone. Le 4 décembre, les craintes deviennent réalité. Le corps de Sydney est retrouvé dans un fossé, découpé et dispersé en plusieurs endroits sur des routes isolées du Nebraska. 16 scènes de crime sont identifiées. Les coupures sur le corps correspondent aux outils achetés par le couple. Le téléphone, les papiers d'identité, ses effets personnels, tout concorde. L'intention était claire, éparpillée, effacée. La stupeur envahit le Nebraska. Le 11 décembre, la famille Loff organise des obsèques privées pour Sydney dans une église qu'elle fréquentait autrefois. Malgré l'évidence, Aubrey et Bailey nient toute responsabilité pendant plusieurs semaines. Mais le 24 janvier, la vérité commence à fissurer leur défense. Aubrey passe un appel depuis la prison et admet avoir tué Sydney. Il prétend qu'il s'agit d'un accident, puis sa version change. Tantôt il affirme avoir agi seul, tantôt que Sydney est morte lors d'un fantasme sexuel avec Bailey. Il dit avoir accidentellement étranglé Sydney, puis revient encore sur ses mots. Ses déclarations sont instables, parfois contradictoires. Mais une chose est sûre, après des semaines de mensonges, Aubrey finit par porter sur ses épaules l'aveu d'un crime que tout un État redoutait. Le 11 juin 2018, Bailey Boswell et Aubrey Trell sont officiellement inculpés pour le meurtre avec préméditation de Sydney Loff, ainsi que pour abandon et dissimulation de cadavres. Dans l'État du Nebraska, où la peine de mort est toujours en vigueur, les procureurs annoncent qu'ils la requerront pour les deux accusés. Malgré ces déclarations publiques selon lesquelles, œil pour œil, serait une justice valable, Aubrey plaide non coupable. Il souhaite raconter sa propre version des faits durant son procès. Bailey adopte la même stratégie. Lors du procès, les éléments retrouvés sur les scènes de crime sont présentés au jury. Menottes, câbles électriques, scies, cordes, accessoires à connotation sexuelle et vêtements ensanglantés. L'accumulation est accablante. Plusieurs anciennes membres du prétendu culte du « Vampire Sugar Daddy » témoignent, dont Ashley Hills, qui affirme avoir vécu avec Bailey et Aubrey. Elle décrit un univers mentalement destructeur, contrôlé par Aubrey, autoproclamé maître d'un cercle fermé où Bailey était surnommée la « reine sorcière ». Elle rapporte des discussions constantes autour de la torture, du meurtre et de rituels occultes. Aubrey, lui, nie tout en bloc. Peu avant la sélection du jury, il change brusquement de ton et ne plaide coupable que pour la dissimulation de cadavres. Puis, dans un épisode aussi inattendu qu'effrayant, Aubrey interrompt l'audience en criant que Bailey est innocente avant de se trancher la gorge avec un objet tranchant, probablement une lame de rasoir. Il est hospitalisé, puis de nouveau placé en détention après avoir survécu. Le juge demande au jury d'ignorer cette scène spectaculaire. Le 11 juillet 2019, le verdict tombe. En moins de 3 heures de délibération, Aubrey Trell est reconnu coupable de meurtre au premier degré, conspiration de meurtre et dissimulation de cadavres. Bailey Boswell, jugé 1 an plus tard, est reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation. Mais les peines diffèrent. Le 9 juin 2021, Aubrey Trell est condamné à mort par injection létale. Le tribunal souligne le caractère froid, méthodique et prémédité de ses actes. Bailey, elle, est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Les juges estiment que ses actions n'atteignaient pas le seuil de cruauté extrême requis pour la peine capitale. L'un des éléments les plus accablants du dossier est une série de lettres échangées entre Aubrey et Bailey. Codées en morse, elles contiennent des aveux explicites sur leur responsabilité dans la mort de Sydney. Un dernier clou dans le cercueil de leur défense.
Aujourd'hui, Bailey purge sa peine au centre correctionnel pour femmes de York, dans le Nebraska. Aubrey, lui, est détenu dans le couloir de la mort à la prison d'État de Tecumseh. Derrière les faits terrifiants et les procès retentissants, il y avait Sydney, une jeune femme pleine de compassion. En 2016, lorsqu'elle apprend qu'un collègue dort dans sa voiture, elle lui propose de vivre chez elle le temps qu'il se reconstruise. Elle lui apprend à cuisiner, à gérer son budget, à reprendre confiance. Quand on lui demandait pourquoi elle avait fait cela pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine, elle répondait simplement « Tout le monde a besoin d'aide à un moment de sa vie. Et si je peux aider, alors je le fais ». Ces mots résument ce qu'elle était, douce, attentive, tournée vers les autres. Elle était prête à aimer Audrey. Mais en face, ce n'était pas l'amour qu'on lui avait réservé. Ce drame rappelle combien il est essentiel de protéger, d'écouter et de dénoncer les comportements manipulateurs. Et surtout, de ne jamais oublier que derrière chaque affaire, il y a des vies humaines brisées. Et c'est ainsi que prend fin notre histoire d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. L'avez-vous trouvée intéressante? Si oui, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne et je vous invite à regarder d'autres histoires tragiques dans le genre. D'ici là, à bientôt.